Rebonjour, bienvenue pour cette deuxième chapitre du Sierra Food Forum. Vous avez vu dans les petites vidéos qui passent au début le Collège culinaire de France, vous avez vu les Sublimeurs, ce sont les partenaires de cette scène. Il y a un certain nombre de producteurs, de créateurs qui nous sont recommandés par eux. C'est Omnivore travaille avec et les Sublimeurs et le Collège culinaire pour aller chercher ce qui se fait de mieux dans les Hauts-de-France. On les remercie. Il y aura tout à l'heure justement les deux dames qui sont juste à la sortie, qui font des confitures, qui vont venir nous parler de leur travail avec le Collège culinaire de France. Avant qu'on se mette à discuter ici avec nos deux invités de l'art de vivre. Michael, tu disais l'art, pourquoi il n'y a pas un D, hein? Voilà. C'est plus ce qui me représente, on va dire. Donc on va parler de l'art de vivre avec un D. N'oubliez pas qu'il y a des food corners qui sont un petit peu plus loin là-bas quand vous allez vers la grande scène. Vous avez tout le programme des chefs également. Il y aura ce soir l'Omnivorous Party. Promenez-vous dans le marché des producteurs. Comme toujours à Omnivore, il se passe dans chaque coin quelque chose. Mais pour parler de cet art de vivre du Nord au sens large, hein, pas du département, on accueille Michael Brod du restaurant Wheatloaf. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Très gentil. Wheatloaf, c'est à Envelin, c'est ça, juste en dessous de Lille. Oui. Et puis à côté de toi, il y a Raph van Pottelberg. Raph, tu es ambassadeur de la brasserie Driefontein. Je vous demande de l'applaudir aussi. Driefontein, qui est un des très 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 grands noms, sinon l'un des plus grands, de la gueuse en Belgique. Avant qu'on démarre ça, parce que on va parler de l'art et on va parler de bière, je veux bien, Raph, qu'on revienne un tout petit peu sur ce que c'est que la gueuse, parce que pour les Français, c'est pas toujours une évidence. C'est une bière... Pour les Belges non plus. Pour les Belges non plus, ok. C'est une bière de fermentation spontanée. Oui, c'est une bière très atypique, c'est pas une bière classique. Donc c'est une bière qui est faite dans la vallée de la Seine, c'est la rivière qui flotte sous Bruxelles et le sud et sud-ouest de Bruxelles. Donc c'est une bière qui est faite que dans la vallée de la Seine, Bruxelles et le sud-ouest de Bruxelles. C'est une bière tout naturelle, quand vous le faites comme nous on le fait, tout naturel, rien ajouté, avec les levures sauvages qui sont présentes dans notre région. Avec des longs élevages sur le feu de chêne et des réfermentations dans la bouteille comme du champagne. Donc c'est une bière qui est, techniquement c'est une bière, c'est fait avec des céréales, c'est brassé avec des céréales, mais après c'est beaucoup plus proche sur le vin, et surtout le vin nature. Donc pour moi c'est un peu le missing link entre bière et vin, et c'est sur l'acidité, donc ça apporte beaucoup de qualité gastronomique aussi. Tu as des gueuses toi au restaurant? Oui, bien sûr, oui, ça plaît beaucoup, ouais. Ça va bien, ça se prête bien au lard, par exemple. Enfin, ça se prête bien à une cuisine généreuse. Ça se prête bien. Et puis en plus de ça, mais comme il le disait, en fait, c'est des bières qui sont naturelles. Et quand on a envie de faire des beaux produits et travailler de façon naturelle avec que des beaux produits, forcément, la gueuse, elle a bien sa place à table, quoi. Alors, Wheatloaf, ça veut dire chicon ouais, en néerlandais. C'est ça, ouais. Il y a un lien évident. Donc, cette frontière entre la France et la Belgique, elle est physique, mais elle n'est pas culinaire. On est d'accord qu'il y a Non, elle n'est pas... on est juste à côté. Hein. Envelin, on est à même pas 10 minutes de la Belgique, c'est juste à côté. Et puis, c'est surtout que là où on est situé aussi, c'est l'ancienne Flandre. Donc, du coup, on a vraiment une grosse proximité avec les Belges. Et puis moi j'aime beaucoup les recevoir parce que on passe quand même des bons moments. Hein. C'est des bons clients. C'est des bons clients, c'est des bons vivants. Et quand on les a à table, on passe vraiment on rigole bien. Bon alors justement, puisqu'on parle de cet art de vivre du Nord, c'est ce qui se partage entre la Belgique et le nord de la France. Comment est-ce qu'on peut le définir? Bon vivant, on aime manger. C'est quoi pour toi, Michael, les éléments de cet art de vivre ou de cette gourmandise du Nord? La gourmandise, quand c'est important, c'est surtout encore c'est des bons produits. C'est des bons produits, pardon. C'est d'être entouré aussi de personnes qui ont cette philosophie aussi du bien manger, du bien-être, et puis surtout, enfin voilà, de choisir aussi des bonnes bières. Et ouais, tout simplement, c'est ça. Ouais. Tu confirmes que c'est aussi la Belgique, cette façon qu'on a de manger? Oui, bien sûr. Je pense que les Belges,
ils sont pas toujours très fiers sur leur terroir entre guillemets et leurs produits et leur cuisine. Mais sont surtout les gens des bons vivants qui aiment bien boire, qui aiment bien manger. Je pense que c'est un cliché, mais c'est très vrai aussi. Sans beaucoup de blabla, mais juste s'amuser, discuter, et oublier un peu les problèmes des quotidiens et aller à table et s'amuser, quoi. Les Belges sont pas assez fiers. On pourrait dire la même chose du nord de la France. Enfin, ça a une région, même si aujourd'hui il y a le label, etc. Pendant longtemps, le nord était un peu même encore, je pense aujourd'hui un tout petit peu. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, dans le nord de la France et même un peu la Belgique, ça manque un peu de chauvin, je pense. Et donc il y a quelques chefs aujourd'hui qui essaient de revendiquer notre terroir et qui, en plus de ça, le font très bien. Et vraiment, je pense qu'il n'y a pas de quoi bouder ou même se cacher parce qu'on a vraiment un terroir qui est quand même magnifique. On est entouré d'éleveurs, de producteurs qui font un travail extraordinaire et je pense que ouais, ça manque de personnes. Moi, quand on va à Marseille, tout le monde lève son drapeau et vraiment, ils sont très fiers de leur région. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup comme ça. Et je pense que dans le Nord, ben, on devrait être encore plus fiers de ce qu'on a, quoi. Un peu plus. Demain, tu seras sur la grande scène. Oui. Tu vas cuisiner, tu m'as dit, des rognons de lapin. Rognons de lapin. Des Flandres. L'année dernière, ici, tu nous as fait un cochon et de l'agneau. Ce travail avec les producteurs et puis cette richesse du terroir, c'est vraiment au cœur de ce que toi tu fais et de ce que tu défends. Ah oui, bien sûr. Et puis c'est surtout, je défends encore une fois que les producteurs, on va dire beaucoup les producteurs du Nord et nos éleveurs. Comme là, demain, je fais des rognons de lapin, c'est le lapin des Flandres. C'est un lapin qui est quand même magnifique, qui est très gros, vraiment, il est très qualitatif. Et l'année dernière, j'avais fait un cochon, donc c'était Grégory Delassus. Et puis en plus de ça, j'étais avec lui ce jour-là d'ailleurs, où j'avais fait un cochon cru. Et encore une fois, c'était pour démontrer que, en fait, aujourd'hui, même un cochon, on peut le manger rosé et cru à partir du moment où c'est bien élevé et ça a été fait correctement. Donc oui, à l'époque, on n'avait pas le droit de faire ça parce que peut-être que les cochons, ils étaient utilisés pour faire disparaître des corps, par exemple. Alors donc du coup, ils mangeaient tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, un cochon, quand il est bien élevé, il mange sainement. On peut se permettre de le manger rosé. Ouais. Grégory qui sera ici sur cette scène lundi pour nous parler justement du travail des paysans et de l'importance aussi de la transmission parce que c'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent comme Grégory non plus et il faut les soutenir. C'est cette idée qu'il y a un vrai terroir, on le retrouve, hein. La gueuse c'est une bière de terroir, c'est aussi ça évidemment qui fait la force. Est-ce que c'est pas ça qui est pas assez qu'on met pas assez en avant? Est-ce que c'est pas finalement l'identité des produits? On a un peu l'idée de dans l'or il n'y a rien à manger. En fait c'est pas vrai. Est-ce que c'est pas un peu ça qu'il faut mieux promouvoir? Tu disais les Belges connaissent pas la gueuse. Enfin ouais. Ça paraît presque fou. Ouais, mais le gueuse d'abord c'est un goût pas compliqué, mais c'est pas une boisson facile. Il faut apprendre le goûter. Donc c'est pas une bière industrielle, donc c'est très acide, mais équilibré bien sûr. Et si on parle de terroir, c'est très intéressant parce que moi je reçois beaucoup de sommeliers français qui viennent visiter la brasserie et la première chose c'est toujours qu'ils demandent, il y a une appellation pour ça, comme tous les vins en France ou les fromages, et c'est protégé. Et là je dois toujours dire, moi je viens de monde de vin avant que je travaillais pour la brasserie, donc je connais très bien le système d'appellation, mais en Belgique ça n'existe pas. Et c'est très dommage. Et là on touche un peu la fierté, le chauvinisme des Belges ou des Flamands ou des Bruxellois qui n'est pas assez là en comparaison avec les Français parce qu'on a raté un peu le train dans les années 90. Là, le lambic et la gueuse n'étaient pas très populaires, c'est presque disparu. Et là, c'était le moment de le protéger. Ils ont essayé, mais finalement, ils n'ont pas fait parce qu'ils ne voyaient pas le big picture, comme on dit en anglais. Comme en France, qui disent ouais, bon, on va protéger une région et pour mettre la valeur en avance et la qualité. Et ça en Belgique, pour la gueuse, ça n'existe pas. On peut faire une gueuse en France et elle s'appelle une gueuse sans problème. C'est très dommage, mais c'est la vie. Mais si on touche le sujet de terroir, dans la bière, terroir, c'est très compliqué parce qu'on va bouillir des céréales, c'est pas comme le vin et les sols et les climats. Mais chez nous, la gueuse, c'est quand même le seul bière qui est une vraie bière de terroir parce qu'on a les levures autochtones sauvages qui sont là dans la vallée de la Seine, qui vont faire la fermentation. On n'ajoute rien, ils sont tout naturels.
Et deux, surtout pour Driefontein en particulier, on a tous nos céréales qu'on utilise, le blé et le orge, tout vient à max 20 km autour de la brasserie. Donc on a un réseau de 12 paysans qui fournit des vieilles variétés de orge et du blé qu'on est en train de replanter parce qu'ils ont tous disparu après la Deuxième Guerre mondiale avec l'industrialisation d'agriculture. Ils sont tous disparus. On est en train de replanter et depuis 5 ans, tous nos céréales qu'on utilise pour brasser, ils viennent à max 20 km de la brasserie, donc dans la vallée de la Seine, autour de Bruxelles, et tout bio. Donc ça c'est encore, on va aller encore plus profondément dans notre terroir. Et pour Driefontein, on est le seul qui l'ait fait. C'est très important pour revendiquer ce terroir-là de la vallée de la Seine et le Pajottenland. Toi aussi, tu travailles avec des producteurs locaux. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est de trouver ça? Enfin, je pose aussi la question à Raph après, mais d'arriver à les trouver, ces paysans, ces producteurs. On parlait de Grégory. Oui, en fait, c'est pas très compliqué parce que de toute façon, le Nord, c'est pas non plus. C'est pas géant. Et donc, du coup, quand il y a quelqu'un qui travaille correctement et qui le fait bien, ça se sait très vite. Et c'est pour ça que, enfin voilà, dans le Nord, on connaît bien aussi la Gueuse parce que je reviens sur cette bière que moi j'aime beaucoup, qui est pas pour moi, à mon sens, une bière d'apéritif, mais plus une bière de dégustation qui s'accorde en fait. Et cette grosse acidité qui est quand même très prononcée dans cette bière, je trouve que c'est hyper intéressant dans une cuisine et vraiment sur des accords, il y a vraiment de jolies choses à faire. Et donc là, je reviens sur les producteurs et les éleveurs qui sont autour. Il y en a beaucoup. Et puis après aussi, dans le Nord, on est bien entouré de personnes comme les sublimeurs, par exemple, qui sont là aussi pour nous présenter tous ces gens du terroir qui sont là et qui font les bonnes choses, quoi. Parce que bon, après, c'est vrai, quand on est éleveur, c'est pas facile de sortir de chez lui, de laisser les bêtes pour aller un peu promouvoir ses produits et aller se vendre parce que c'est pas du tout leur truc aussi à la base, hein. Et donc c'est pas forcément facile pour ces gens, ouais. Un producteur, il doit être dans son champ, il doit pas être sur la route, hein. Ouais, bien sûr. De toute façon, un producteur, c'est pas forcément un bon commercial, hein, de toute façon. Donc du coup, il faut se faire entourer quand même, quoi. Je reviens sur encore la bière, parce que au-delà du restaurant, il y a une grande culture et qui est aussi transfrontalière, qui est celle de l'estaminet. L'histoire de la gueuse, elle est intimement liée à ça, parce que mélanger les lambics et faire sa propre gueuse, ça a été très longtemps la tradition dans les cafés, et d'avoir sa bière locale en France aussi. Ça existe plus beaucoup, mais ce travail du mélange du lambic, c'est aussi une grande partie de ce qui fait la gueuse. Ouais. Ça a beaucoup changé, mais ce qu'on voit là, surtout, c'est fort lié sur l'histoire de Bruxelles, parce que c'est une bière très bruxelloise. C'est un peu l'esprit bruxellois, le lambic, parce que le lambic, c'est le style de la bière, la gueuse, c'est un style de lambic. Si on retourne dans le Xe siècle, on avait, autour de 1900, on avait à Bruxelles-Centre seul, on avait 100 brasseurs et c'était vraiment le métier de brasser. Donc c'était pas les gens qui faisaient la gueuse, c'était vraiment ils brassaient et ils vendaient le mou, donc le brassage qui n'était pas encore fermenté. On avait au moins 100 en centre-ville Bruxelles, donc vraiment le Pentagone. Et après on avait au moins 500 coupeurs de gueuse. Et le coupeur, c'est quelqu'un, ça existe encore. Driefontein était à l'époque aussi un coupeur de gueuse, maintenant on est beaucoup plus un brasseur. Mais c'était des gens qui achetaient le mou chez le brasseur et laissaient le fermenter dans leur barrique, dans leur cave. Mais c'était surtout des cafés et des restaurants. Donc ce n'était pas leur boulot fixe, c'était dans leur cave, ils avaient 2 barriques ou 3 barriques ou parfois 10 barriques, ils achetaient le mou et ça fermentait dans leur barrique et pendant la journée ils étaient en train de couper leur gueuse, ça s'appelle comme ça, mais d'assembler leur lambic et le laisser refermenter dans leur bouteille. Et le soir, ils avaient leur vrai boulot, c'était le restaurant, cuisiner ou le café, être barman, et ils servaient leur gueuse à leur public. Et ça, c'est la vraie culture au 1900. Ça, c'était la vraie culture bruxelloise de lambic. C'était incroyable. Mais on voit, après la Deuxième Guerre mondiale, tout change parce que les gens, ils ont plus d'argent, ils vont acheter plus de vin, le pils vient, le sucre vient aussi, les goûts amers et acides deviennent des goûts beaucoup plus compliqués. On voit dans les années 60, 70, 80 que les producteurs de lambic et de la gueuse
il descend, et dans les années 90, il y a encore de 500 producteurs juste à Bruxelles, il y a encore 4 ou 5 dans toute la vallée de la Seine. Donc c'était presque mort. Ça avait quasiment disparu. Hein, ouais, c'est vraiment mort. Personne buvait, seulement les vieux buvaient, personne ne voulait payer pour ça. Et c'était très particulier. On a la chance qu'il y ait une renaissance de l'Ambic et de la Gueuse depuis une bonne 20 ans. Et c'est pas grâce aux Belges, malheureusement. C'est les Belges qui ont suivi après. Mais c'est un peu un trait international qui est venu, qui est très important pour l'Ambic aussi. On doit être honnête, ça aussi, bien sûr. Les Américains sont... Pas que les Américains, Japonais, aussi beaucoup de Scandinaves, par exemple. Et parfois, moi je suis bruxellois, et il y a plein de gens qui disent un peu, ouais, les Américains, ils aiment la gueuse, et ils se moquent un peu de ça, mais c'était quand même, ça reste un produit niche toujours, hein, mais c'était quand même dans la fin de l'année 90 qu'il y a certains Américains qui est plongé dans ce produit niche culte, et qui est vraiment sauté dedans, et qui connaît vraiment leur style de lambic, et qui connaît vraiment la culture de lambic beaucoup plus que beaucoup de Belges. Je ne sais pas où c'est bon ou pas, mais c'est la réalité. Il y a un peu le même phénomène qui s'est produit avec la bière en France, hein, Michael. Bien sûr. Là, les brasseries rouvrent et on voit que ça explose, mais il y a 20 ans, dans le Nord, il restait qui? Il en restait pas beaucoup. Et c'est vrai que toutes ces bières qui sont très particulières, vraiment, qui étaient même oubliées d'ailleurs, commencent à revenir, je pense, aujourd'hui. Je pense grâce à beaucoup de restaurateurs aussi dans la région, où on commence à s'amuser un petit peu avec l'acidité, avec l'amertume. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que ça a été oublié parce que ça gênait. Et puis ils ont pris peut-être aussi l'habitude de boire des bières avec un peu plus de sucre. Donc voilà, aujourd'hui, à un moment, le critère d'une bonne bière, c'était une bière qui était blonde et qui avait beaucoup de mousse et qui pétillait. Et par contre, les autres étaient un petit peu plus boudés. Aujourd'hui, on commence à s'amuser et faire des trucs complètement différents. Et c'est pareil au niveau de la viande, par exemple. Souvent, on me dit, mais la viande, elle est un peu trop ferme. Mais est-ce que c'est vraiment le critère d'une bonne viande d'avoir une viande tendre? Enfin voilà. Et je pense qu'on a tellement mangé des viandes qui ont été transformées, où vraiment le but était de chercher la tendresse de la viande plutôt que le goût. Et donc du coup, en fait, on a oublié vraiment qu'une vraie viande, quand c'est bien élevé, et en fait, si c'est tendre et il y a de la mâche, mais c'est quand même meilleur, quoi, en fait, tout simplement. Je pense qu'il faut aller chercher plus le goût, le côté un peu plus profond que quelque chose qui est simplement facile, en fait. On en parle comme ça, il ne s'agit pas non plus seulement de retrouver un goût qui serait perdu, c'est de recréer un équivalent, mais en restant moderne. On est d'accord que... Exactement, ouais. En tout cas, ta cuisine à toi, c'est pas de l'archéologie, c'est de la création. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, c'est de la création. Et aujourd'hui, je m'amuse beaucoup à jouer avec les textures et avec les goûts, parce que, il y a vraiment une éducation à faire là-dessus. Et il faut vraiment se dire que, voilà, quand on boit quelque chose d'acide, une bière qui est très acide, c'est pas forcément une mauvaise bière. Il faut vraiment réussir à la dompter, à essayer de l'accorder aussi. Moi, je vois bien un truc hyper crémeux, genre une volaille à la crème avec une gueuse. C'est magnifique, c'est très simple, mais l'accord se fait super bien. Et encore mais là, je reviens sur la viande, quoi. Si c'est ferme, il y a de la texture. Franchement, c'est cool aussi, quoi. Et puis, il faut redévelopper des canines, quoi, chez l'humain, en fait, tout simplement, quoi. On est d'accord, Raph, c'est vrai que la richesse, et on parle de la gueuse, mais il y a aussi des tas de déclinaisons, et dans les vieillissements, mais aussi dans ce qu'on peut ajouter, parce qu'on peut mettre des fruits. Oui, bien sûr, parce que si on parle des accords de viande avec de lambic, je ne pense pas directement à une gueuse, mais beaucoup plus sur une crique, par exemple. Le crique, ça veut dire c'est des griottes, et surtout les scarbex et criques, c'est des griottes sauvages autochtones de région bruxelloise, qui ont un goût un peu pain d'épices, cannelle, amande, marsepan. Chez nous, on fait une scarbex crique avec une macération d'1 an sur fût de chêne. Mais ça donne un côté crémeux, fruité, mais au même temps, on a le côté complexe qui vient du noyau des griottes, pas vraiment de la chair, mais le noyau, qui donne ce côté un peu amande, des noix, et ça apporte beaucoup de complexité et beaucoup de puissance aussi pour faire un accord avec des viandes. On travaille aussi beaucoup chez nous avec des raisins partout en Europe, avec des vignerons toujours en biodynamie, en nature,
des vignerons en France, mais en Italie, en Suisse, en Autriche, en Allemagne, et qu'on fait vraiment des co-macérations, co-fermentations avec des raisins, avec des grands vignerons. On travaille en Autriche avec Klaus Preisinger. Ici en France, on Vauvray avec Claude Lamlézerie, pour le Chenin Blanc, de Maino de Baigneux, en Loire pour le Grelot, des choses comme ça. Semaine prochaine, je pars en Languedoc chez Château de la Baronne pour discuter sur le Carignan et le Mourvèdre. Et c'est chouette parce que là, on crée vraiment de bières hybrides qui sont vraiment entre le vin et la bière. Ça reste une bière, mais en même temps, on a les caractéristiques du cépage. Et c'est très intéressant parce qu'on a le volume d'un Syrah, par exemple, mais en même temps, on a l'acidité du lambic. Et ça, c'est vraiment... c'est quelque chose d'incroyable, surtout quand on va l'accorder avec un plat. Parce que c'est très complexe et tu es un peu perdu parce que ce n'est pas une bière, ce n'est pas un vin, mais c'est quelque chose de très complexe et très intéressant à accorder dans le monde gastronomique. Au même temps, ça ne doit pas être que gastronomique, bien sûr. Hein. On peut juste le boire comme ça aussi, parce qu'on veut aussi que notre gueuse est accessible dans les cafés à Bruxelles ou en Flandre, on s'en fout. Mais que tout le monde peut le boire, bien sûr. C'est très important. Alors, je voudrais revenir sur ça, mais avant, juste une toute petite précision technique. Comment est-ce que ça s'intègre, le raisin, dans la gueuse? Oui, il y a multiples techniques. On n'a pas une technique, ça dépend un peu la matière de base qu'on reçoit. Parfois, on reçoit vraiment le raisin en entier et ça c'est récolté et à 24 heures plus tard, refroidi, transport refroidi, ça arrive chez nous à Bruxelles et on va les égrapper chez nous et on fait une co-macération, co-fermentation avec le lambic de 2 ans. Parfois, par exemple, on a les raisins Nebbiolo de Piemonte, de Barolo de Roagna, qui est un producteur top de Barolo. Les raisins sont très chers, il a besoin parce qu'ils sont de vin très chers. Là, on reçoit juste le mou qui est déjà fermenté et pressé, mais ça marche très bien aussi pour nous. Les macérations sont plus courtes, juste quelques semaines, mais ça apporte beaucoup de... C'est différent que les raisins, mais il y a juste... C'est juste une autre technique. Parfois, on a déjà fait des macérations carboniques comme en Beaujolais, et après on découpe avec du gin lambic, et c'est une autre technique. Parfois, on va érafler avec le Gewürztraminer d'Alsace. On a récolté nous-mêmes, il était très mûr. On n'a pas éraflé, on a fait une macération grappe entière. Tout est possible. Et après, on fait une réfermentation de la bouteille pour au moins 1 an, comme du champagne. Donc, il n'y a pas une technique qu'on suit. C'est très intéressant. On va en reparler en détail parce que tu vas revenir ici sur scène et on goûtera des bières de Driefontein demain. Ouais. Je rebondis sur ce que tu disais, ça doit rester accessible et c'est peut-être aussi une des clés de cet art de vivre du Nord, c'est que c'est pas élitiste cette façon de manger, c'est pour tout le monde à des prix aussi raisonnable pour certains, oui. C'est aussi ce que tu cherches à faire chez Wheat Loaf. Oui, bah exactement. Après Wheat Loaf, on est plus dans on va dire dans un estaminet, donc du coup forcément les prix vont avec. Moi, ce que je veux, c'est essayer d'apporter de la qualité au niveau de mes produits, une cuisine originale, une cuisine de paysan en fait, mais une cuisine travaillée à prix abordable et avec des accords justement un peu surprenants et des choses qu'on ne peut pas forcément faire à la maison, ou moins qu'on puisse quand même le reproduire, mais au moins on a découvert quelque chose, quoi. Estaminet, c'est quand même vraiment, je l'évoquais au début, mais l'estaminet, c'est avec cette racine, hein, c'est le stam café, enfin, il y a vraiment cette idée que c'est la racine, c'est là où on se retrouve, c'est là où on vit ensemble. Cette culture-là aussi, elle avait un petit peu disparu. Toi, quand tu l'as fait revivre, tu as l'impression que ça reprend, que ça essaime un peu autour de toi? Ouais, bien sûr. Après, enfin voilà, quand on veut faire de la belle cuisine ou vraiment, l'estaminet c'était un petit peu boudé parce que on se disait c'est un petit peu là-bas où on va manger des choses très basiques ou relativement lourdes, où il y aura le poulet au maroilles, il y aura le Welsh, il y aura la carbonate flamande. Moi aujourd'hui, l'estaminet, en tout cas le Wheat Loaf, j'essaie de le faire un petit peu plus, on va dire, plus local. Parce que je suis pas sûr que le Welsh, par exemple, ça représente vraiment l'estaminet du Nord. Je suis pas sûr que la carbonate flamande non plus. Et donc du coup, je reprends un peu toutes ces recettes en essayant de les mettre vraiment full local, quoi. Je reviens sur le Welsh. Le Welsh, le cheddar, c'est pas de chez nous.
La carbonate flamande, c'est pareil. Le pain d'épices et les épices qu'il y a à l'intérieur, je suis pas sûr qu'on les trouve aussi dans la région. Donc du coup, oui, je réinterprète. Je fais une carbonate flamande. Par contre, j'utilise pas le pain d'épices et les épices. Je vais utiliser un autre produit. Je vais prendre une viande qui vient d'ici. Je vais prendre une bière aussi qui est locale. Et avec une vraie cassonade, avec un vrai sucre. Et sur le Welsh, c'est exactement la même chose. Je vais essayer de travailler un cheddar qui est différent, mais qui vient de chez nous pour une fois. Et qui n'est pas cheddar. Qui vient pas de l'autre côté. Ouais. Le cuisiner à la bière, c'est aussi très C'est canon. intéressant. C'est Tu fais très ça intéressant. Ah oui, je fais ça beaucoup. En fait, ça apporte beaucoup de choses. Sur la bière, en plus, il y en a tellement. Il y en a tellement des différentes. Ben voilà, il y a la gueuse. La gueuse, on peut cuisiner aussi avec de la gueuse. Ça apporte une acidité, c'est canon sur des jus, sur le poisson. Moi, j'aime beaucoup. On peut travailler avec une bière brune, c'est pareil. On peut avoir un côté un peu cacao, café, ça va être apporté naturellement. Comme on peut faire, par exemple, avec le vin, où on utilise généralement le vin jaune, par exemple, pour avoir un côté un peu noix. Et sur la bière, on peut avoir exactement la même chose. Et en plus de ça, en restant local, encore une fois, quoi. La gueuse, on cuisine bien avec et on cuisine même les desserts. Moi, j'ai vu des chefs qui... Ouais. Tout est possible. Parce que ça apporte. On a la gueuse, pour cuisiner la gueuse, ça apporte d'acidité, mais en même temps, on travaille beaucoup de fruits. On fait des pêches, on fait des prunes, on fait des griottes, on fait des fraises. Donc tout est intéressant. Tu peux chercher qu'est-ce que vous avez besoin. Il y a les grands classiques comme le lapin au cric avec les griottes. Donc c'est un grand classique à l'ancienne. Malheureusement, on voit qu'il y a encore très peu de gens qui le font, mais c'est une cuisine magnifique à l'ancienne. Par exemple, la carbonate flamande. La carbonate flamande en Belgique, c'est une institution parce que quand on va discuter avec 10 personnes, on va avoir 10 recettes différentes. Il y a toujours un concours. On a toujours... Chacun a son idée sur la carbonate flamande, mais on peut faire une carbonate flamande avec le cric, avec la gueuse, tout est possible, bien sûr. Moi, je le préfère avec une bonne trappiste, mais bon, c'est personnel, ça. On va pas parler de trappiste. Non, je ne suis pas le grand connaisseur de trappiste, moi. Mais je veux juste dire, tout est possible. Donc, sur la carbonate flamande, c'est presque une religion en Belgique, je pense, ouais. Je reviens sur le partage, enfin on l'a pas vraiment évoqué comme ça, mais c'est aussi une valeur fondamentale. On aurait dû avoir avec nous, mais elle a été retenue, Inès Guergenton, qui serait venue nous parler de son travail dans le restaurant d'hôtesse. Mais c'est un élément fondamental. La cuisine, c'est très important, mais comment on reçoit les gens, comment on les accueille, c'est quoi c'est un grand mot, philosophie, mais chez Wheatloaf, comment ça se passe ça? Comment tu as défini cet accueil ou pas? Cool. Voilà. Cool. Et vraiment, c'est vraiment le truc, c'est important. En tout cas, moi, c'est important pour chez moi. J'aime pas les services un peu trop, on va dire les mots, hein, mais trop cucu, trop serré, trop de proximité aussi. Enfin, vraiment, le but, c'est un estaminet, encore une fois, faut se sentir bien. Et quand on se sent bien à table, on passe un bon moment. Voilà, comme à la maison. Par contre, on ne fait rien. On se fait servir. Et vraiment, voilà, il faut un cadre aussi. Il faut des serveurs qui arrivent à amener ça aussi, parce que c'est surtout au niveau de l'accueil. Il faut être décontracté, quoi. Il faut être décontracté. Cette convivialité, cette décontraction, c'est aussi dans l'ADN du Nord, tu dirais? Est-ce que c'est... Allez, chez toi c'est comme ça, mais dans le fond c'est l'esprit aussi. Ouais, c'est un peu l'esprit. De toute façon, dans le Nord, les nordistes, ils sont bien connus pour être des gens très sympathiques, très accueillants, et nos restaurants sont très représentatifs de ça aussi en même temps. Donc du coup, si on n'a pas envie de tricher, simplement, faut rester ce qu'on est et tout simplement l'assumer à fond, quoi. Encore une fois, et être encore plus chauvin, quoi. C'est l'histoire aussi de l'estaminet, des bruns cafés en Flandre, ouais. qui étaient des cafés... Pas que en Flandre, je pense que c'est très belge.
Oui, mais Ouais. c'est cette idée aussi qu'on installe, finalement, on ouvre son salon quasiment aux gens, que c'est presque chez soi. Il faut savoir que le café, la culture du café à Bruxelles, mais partout en Belgique, donc le café brun, c'est une traduction littérale, je pense que ça ne marche pas en français, mais c'est un café un peu brun. À l'époque, on fumait encore beaucoup dedans, maintenant on ne peut plus. C'est bon, mais ça apportait quand même d'ambiance. C'est une deuxième maison. Faut savoir que c'est la famille, c'est en deuxième famille. Chaque Belge, la plupart des Belges, il y a un stamcafé. Un stamcafé, c'est ton café où tu es chez toi. Donc tu entres et tu vas au comptoir, tu discutes la vie, tu rigoles, des trucs sérieux, des trucs pas sérieux, mais c'est ta deuxième famille. Les gens te connaissent, c'est très familial. Le patron, c'est quelqu'un de très important, c'est presque un psychologue, le psychologue de comptoir, comme on dit en néerlandais, qui va aider les gens. On va rigoler, mais en même temps, on boit ensemble, on discute. Et ce ne doit pas toujours être les grandes bières à déguster, juste ça peut être parfois une bière, un pils classique, juste pour discuter. C'est la culture. Et je pense qu'en Belgique, c'est un des seuls pays qui a une culture de bar comme ça. C'est unique. Moi, j'adore voyager, j'adore être en Italie ou en France, mais les cultures de bar comme ça n'existe pas dans le sud de la France ou en Italie ou en Espagne. Ça n'existe pas. C'est aussi plus chaud là-bas, donc les gens sont plus dehors. Chez nous, maintenant, c'est un peu plus chaud aussi les dernières années, mais en général, ça pleut beaucoup, c'est un peu plus froid, donc tu es dedans, tu bois, tu discutes. Donc je pense que c'est une vraie culture en Belgique, la culture de bar, de café. C'est très important pour moi. Stam, ça veut dire le tronc. Ouais, les racines et l'arbre, le fond d'arbre en fait, en néerlandais. C'est ce qu'on retrouve dans Estaminet. Et tu le dis, hein, dans le sud de la France, il n'y a pas, mais on est d'accord que dans le nord, ce que vient de décrire Raph, le café, c'est la même chose. Oui, c'est exactement la même chose. Oui. Après, c'est toujours. C'est peut-être parce que dans le Nord, ça boit beaucoup plus qu'ailleurs aussi. Hein. On va pas. C'est vrai? Bon. Je sais pas. Je ne savais pas. Non, mais c'est vrai que moi c'est parce qu'on boit mieux. C'est parce qu'on boit mieux. Bah oui, on a les meilleures bières. C'est peut-être pour ça. Et ouais, non, mais c'est vrai que moi j'aime bien quand dans mon restaurant, j'entends les verres qui trinquent, j'entends des rires. Enfin voilà, quand c'est le bordel en fait. Et c'est ça, c'est là où on se sent bien et on se sent décontracté. De toute façon, il suffit qu'on ait bien. Il faut être bien accompagné avec des bons produits. Et puis je pense que le moment, il peut être que bon. C'est chouette aussi avec les cafés en Belgique. C'est une culture, tout le monde est bienvenu et toutes les classes de société sont là et on s'en fout d'où tu viens. Tu peux être quelqu'un pauvre ou riche, on s'en fout, ou intellectuel ou pas intellectuel. Quand tu te comportes bien, tu es bienvenu dans un café et on discute et tu vois tous les gens de toute la société qui sont là en train de discuter autour du comptoir et c'est quelque chose de magique, je trouve. C'est aussi très important dans l'idée du café. C'est encore une fois, c'est ce partage et cette convivialité de façon très, très égalitaire. À Driefontein, vous avez ouvert une taproom. Oui, depuis des années. Ouais. C'était important d'avoir aussi un lieu pour recevoir les gens. Bien sûr, parce que c'est aussi là où on peut partager nos bières. On a nos bières, on a une petite brasserie, bien sûr, on n'a pas beaucoup de volume, mais on a le Gueuse, qu'on a quand même un peu de volume et tu peux acheter à gauche, à droite. Mais on fait pas mal des cuvées un peu plus spéciales, comme avec les raisins ou des élevages sur des fûts de vin jaune ou de Jerez d'Espagne, des choses comme ça, qui sont pas très disponibles, qui sont difficiles à avoir, mais vous pouvez les boire chez nous. Donc vous êtes bienvenus, c'est un endroit très familial, les enfants viennent, il y a un grand terrasse dans le soleil maintenant avec le temps comme ça, c'est magique, et il y a plein de gens qui arrivent partout dans le monde, belges, pas belges. On est à 10 km de Bruxelles, qui est une ville hyper internationale, donc c'est très chouette d'accueillir des gens, et on peut manger un peu de fromage, un peu de charcuterie, des choses simples, mais bon. Et tu peux découvrir tous nos gammes qui n'est pas toujours disponible sur le marché. Et c'est très important d'avoir des gens chez nous, là où on fait les bières. Et moi, je peux expliquer des choses ici, qu'est-ce qu'on fait là, mais c'est beaucoup plus facile quand vous êtes là pour comprendre qu'est-ce qu'on fait et la vraie culture de Lambic, parce que c'est une vraie culture, quoi. C'est rien d'autre en comparaison dans tout le monde. Donc c'est unique. C'est à Bercelin, donc c'est juste à Bercel, ouais, en plus, c'est un très joli village. Ouais, c'est magnifique, c'est sud de Bruxelles, donc c'est à la frontière linguistique, donc c'est entre Bruxelles et Wallonie. Le petit corridor de 20 km, on est là, donc on est vraiment même pas 10 km de gare du Midi à Bruxelles, donc on est vraiment tout près, mais c'est encore en Flandre, mais c'est à la frontière bruxelloise.
Rester accessible, encore une fois, sur la gueuse, parfois c'est difficile parce qu'il y a de la spéculation, parce qu'il y a des gens qui les rachètent, qui les revendent. Quand on les achète en Belgique, elles ne sont pas si chères, mais on les retrouve parfois hors des frontières de la Belgique à des prix complètement fous. Ça t'embête qu'il y ait ça, parce que c'est pas ce que vous voulez, c'est comme Michael, tu n'as pas envie que ça devienne un truc élitiste, et pourtant le marché tend à faire ça un peu. C'est compliqué. Parce que la gueuse, quand on fait une gueuse traditionnelle et comme il faut, comme on le fait, ça coûte déjà un peu de l'argent. Donc, ça ne sera jamais coûté comme un pils, par exemple. Parce que pour une bière, un pils industriel, ça prend 2-3 heures et vous pouvez le boire. Chez nous, une gueuse, ça prend au moins 3 ans et demi pour le faire. Donc, ça coûte déjà un peu plus cher qu'une bière normale, mais ça va. Ça, on essaye de garder le plus bas. Mais il y a une vraie spéculation, surtout dans les États-Unis. Sur Driefontein, mais aussi sur Cantillon, par exemple aussi. On essaye d'éviter, mais parfois c'est pas, comment on dit ça, inévitable. Parfois il y a des cuvées qui on a que 400 ou 500 bouteilles. Ouais, on essaye de vendre sur place et juste une bouteille par personne. Mais même là, c'est très compliqué c'est très compliqué de dire aux gens tu peux pas le faire, parce qu'on peut pas dire que ouais tu vas le faire ou tu vas pas le faire. C'est la vie, malheureusement. On voit ça avec certains vins aussi. On essaye de mettre certains vins un peu plus sur le marché. Ça coupe un peu la valeur de le revendre. Mais parfois, c'est inévitable, malheureusement. Oui, il y a des spéculations sur les années. Tu parles, il y a les années Frontera, enfin, c'est celles que vous faites avec des Angeles, avec des Solera qui prennent très longtemps à vieillir, etc. Ça, c'est effectivement très recherché. Ouais, c'est ridicule, hein, c'est comme du vin. Hein, les prix le premier batch que j'avais maintenant aux États-Unis, c'est complètement ridicule. Aucune bière ou vin vaut ce prix-là. Donc c'est très dommage, parce qu'il y a beaucoup de fans qui sont des vrais fans, des vrais dégustateurs de lambic et de Driefontein, et ils ne peuvent pas le boire parce que c'est trop cher ou c'est pas accessible. Malheureusement, c'est très compliqué à arrêter. Comme quoi, c'est pas le produit en soi qui vient du nord ou de la Belgique qui fait l'art de vivre, c'est tout ce qu'on met autour, et c'est la façon de le servir, de le traiter. Il suffit pas de l'extraire de son milieu, il faut le vivre ici, quoi. Hein. Ah ouais, non, mais bien sûr. Et après, c'est surtout qu'après, il y a l'art de servir aussi la bière, il y a l'art de... Enfin, voilà, il y a vraiment une grosse technique derrière ça aussi, hein, même quand on la met à table. Hein. Il faut vraiment, le verre est très important, le format est très important, la façon de servir est très important. Et puis c'est pareil, sur des bières qui sont vendues un peu trop cher, au final, c'est pas très grave. Vaut mieux acheter une bière qui est un peu plus chère qu'en prendre une vingtaine de très mauvaise qualité. Au pire des cas, puis c'est comme sur la viande, sur les autres produits. Hein. Je pense que tout doit se gérer aussi à bonne quantité. Après, c'est vrai que la gueuse, malheureusement, elle a déjà une réputation, enfin déjà c'est déjà très long à faire. Elle a une réputation où forcément c'est très acide, c'est un peu cher, mais par contre... Tu as du mal, toi, à la proposer aux Français? C'est compliqué? J'ai du mal à la proposer, et puis c'est pas facile à avoir aussi, même nous en tant que restaurateur, parce qu'il n'y en a pas des quantités non plus énormes. Et ouais, ça reste quand même des bières élitistes. Hein. Enfin, vraiment, il faut... C'est comme en France, en anglais, un acquired taste. Hein. Donc, c'est la première fois que vous buvez ça, c'est un peu ouf. C'est que quand je vous donne une gueuse, et je dis que c'est une bière, et c'est la première fois que vous allez boire une gueuse, c'est compliqué, parce que ça goûte comme quelque chose que vous n'avez jamais goûté. Parce que c'est acide, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de blond comme dans les bières classiques, entre guillemets. Mais la deuxième fois, ça va mieux. La troisième fois, ça va très bien. C'est comme une olive ou un choix. Ce sont des goûts qui sont un peu particuliers quand vous le goûtez, quand vous êtes enfant. Vous n'aimez pas, mais après, c'est des goûts hyper bons. On devra en goûter d'ailleurs. C'est bizarre qu'il n'y en ait pas. Oh, moi, j'ai... Demain. Oh, moi, on va ils sont pas loin. Mais oui, c'est un goût qu'il faut un peu travailler. En fait, c'est un goût qu'il faut revenir. Enfin, quand tu disais les amers, les acides, on a bien vu. On est en 2023. C'est revenu aussi dans le palais. C'est pas pour rien non plus que c'est les pays nordiques qui ont été séduits par ces bières-là. C'est ces saveurs-là qui sont quand même maintenant
en train de reprendre leur place. Mais je pense que beaucoup de goûts, beaucoup de choses très bien pour manger ou boire sont des goûts un peu particuliers. C'est comme moi, je suis un grand fan de vins jurassiens. Ce sont très grands vins, mais ce sont des vins pas faciles à boire avec l'oxydation qu'il y a là. C'est pareil, il faut apprendre un peu à les boire. Mais une fois que tu es là, c'est magnifique parce que ça apporte des grandes complexités. C'est comme manger des rognons. Voilà. C'est une éducation du palais de toute façon. Hein, je sais pas, mais le tout premier café que vous allez boire dans votre vie, généralement, c'est pas bon le café. Mais c'est à force d'en boire qu'on trouve que c'est bon. Le vin, c'est exactement la même chose. On démarre pas souvent avec un verre de vin rouge. On démarre généralement avec un petit rosé. On dit, ah bah tiens, c'est bien. Le vin moelleux, un peu de sucre. Et puis tout petit à petit, on commence là à l'enlever. Puis après, on découvre le rouge. Et je pense que sur la bière, c'est exactement la même chose. On va démarrer avec une bière qui a un peu de sucre. Et puis après, petit à petit, on va évoluer et puis on va finir avec de la gueuse ou pourquoi pas une noire aussi. Je pense que tout est une éducation. Il faut prendre le temps au temps et goûter, surtout pas avoir peur, pas se fermer, pas se buter, pas se dire mais c'est acide, j'ai pas envie. Je pense qu'il y a quelque chose à chercher tout le temps derrière. Enfin, vraiment sur la dégustation, il faut réfléchir en fait. Il faut se poser les vraies questions. Ouais. Pourquoi je le bois? Qu'est-ce que ça me fait? Mon palais comment réagit? Enfin, je pense que tout est intéressant en fait. De toute façon, dans le goût du Nord et dans les goûts qu'on a ici, il y a de l'amertume, il y a de l'acide dans la cuisine. Enfin, le chicon, l'endive, le butloaf, c'est typique de ça. C'est à la fois ce juteux. Là, l'amertume, on en a dans le chicon, là, effectivement. C'est une belle amertume, c'est une amertume extrêmement ample et magnifique. Bien sûr, c'est une belle amertume et puis en plus de ça, quand c'est bien travaillé, on peut l'atténuer et c'est pareil sur la gueuse. Quand elle est bien accordée à table, on peut atténuer le goût hyper acide de cette bière qui est très agréable avec quelque chose de beaucoup plus doux et après on peut avancer comme ça. D'amener des équilibres et des harmonies. Exactement, oui. La meilleure chose, tu l'as dit, c'est qu'en fait on en goûte. Alors, bon, je ne sais pas s'il y a de la gueuse, mais il y en a. Tu vas aller chercher une bouteille? Ouais, je peux. Ouais. Ça prend 5 minutes. Ça prend 5 minutes? En moins de 5 minutes, c'est génial. Tu vas courir? Il va falloir 25 verres. Ouais, ils attendent. Merci Raph. Pendant que Raph va chercher la gueuse, du coup, j'allais dire, parce qu'il y a aussi les bières de Florent Laden qui sont là, qui sont aussi des beaux produits d'ici qu'on peut aller déguster sur les food corners. Il y a aussi plein de chefs qui cuisinent. Toi, on va te voir demain sur scène faire ces rognons. Comment tu les... On va pas tout dévoiler, mais tu les fais à la bière? Comment je vais les faire? Demain, je vais les déglacer à la bière, ouais. Ah, voilà. Et au genièvre. Au genièvre, parce que voilà, on a un super genièvre, c'est local encore une fois. Moi, j'aime beaucoup. J'ai fait une collab avec lui en plus, très drôle. Et je pense qu'il y en a en plus. J'ai fait un genièvre au lard. Donc du coup, dans les cuves, on a mis du bacon dedans pour apporter un côté un peu salin de la charcuterie et un peu fumé en même temps. C'est très intéressant, ce petit genièvre. Et donc du coup, demain, je fais mes rognons en accord avec du haddock. Magnifique. Voilà. On en a parlé l'année dernière beaucoup. Le gras, au sens noble du terme. Le gras, c'est la vie. C'est la vie. Et c'est très important, toi, dans ta cuisine et dans ta façon d'aborder les choses, mais avec une certaine subtilité du gras quand même. C'est pas bien juste... sûr. Je fais pas croquer du saindoux en rentrant dans le restaurant à pleine bouche. Non. Je suis persuadé que le gras a vraiment sa place dans la grande cuisine. Je pense que tout est une question de dosage aussi. C'est un exhausteur de goût, le gras, en fait. C'est vraiment ce qui donne. Puis la cuisine au beurre, quoi, c'est quand même la meilleure. Enfin, il y a un moment où, c'est pas le plus sain, mais quand on veut faire un simple poisson arrosé au beurre, démarrer avec une huile d'olive arrosée au beurre avec une belle noisette, où on a un côté un peu croustillant par-dessus, c'est quand même bien meilleur qu'un simple poisson à la plancha. Enfin, voilà. Et c'est pareil, j'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps, Bernard Loiseau, c'était le premier à dire aussi, un grand chef, qui disait que vraiment la cuisine du gras, la cuisine au beurre, la cuisine à la crème, c'est quand même un truc qui est canon, quoi. C'est la cuisine du Nord, c'est la cuisine du Nord et c'est la cuisine française aussi, c'est ce qui nous représente. L'art de vivre, donc bien avec un D. L'art avec un D, ouais. T'aimes bien cuisiner aussi des morceaux qui sont pas les plus évidents, tu l'as dit aussi dans les textures, mais aussi, les rognons ça va, mais tu vas aussi chercher des bouts des animaux qu'on mange pas tout le temps. Ouais. En fait, comme je travaille avec des producteurs, qui
Par exemple, le cochon, Grégory, son carré de cochon, il n'y a pas besoin de moi pour le vendre. Sur son échine, c'est exactement pareil. Par contre, quand il abat une bête, il se retrouve avec tous les morceaux, donc notamment des cœurs, des foies, du pied, des oreilles. Et moi, c'est tout ce qui m'intéresse en fait. J'aime bien déranger, j'aime bien percuter aussi dans la cuisine. Donc du coup, à partir du moment où j'interroge, c'est cool. Et puis en plus de ça, c'est des bas morceaux qui sont pas vendus. Généralement, ils restent avec ce genre de produits. Et puis ils sont pas vendus cher aussi. Et ça me permet aussi de faire des prix hyper attractifs aussi au restaurant, quoi. Oui. En plus de ça, c'est une façon de soutenir les producteurs. On va en parler. Justement, Florent viendra parler de ça avec nous aussi. C'est pas toujours évident en tant que restaurateur de commander en suffisance ou quoi. Et ça, c'est une bonne façon aussi d'aider le producteur à vendre tout, à faire du chiffre et à continuer à exister. Exactement, ouais, bien sûr. Bien sûr, parce que bon, quand je reviens sur un cochon, par exemple, malheureusement, il n'y a que 2 carrés, quoi. Donc, une fois que c'est vendu, il faut vendre les autres morceaux aussi. Et vraiment, en plus de ça, quand c'est bien travaillé, il y a de sacrées choses à faire, quoi. Sur le cochon, la gueuse, ça va bien. Hein. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais, avec un peu un cric ou un framboise, c'est encore mieux, je pense. Un côté juteux, là. Ça marche très bien. On va goûter ça si on a des verres, ouais, avec plaisir. Je vais voir si on a des verres. Je crois qu'on en a là-bas derrière. On a des verres. Donc voilà, le Drie de Driefontein, le 3, il est là. Donc il faut savoir que Driefontein était, comme j'expliquais à l'époque, ça commence en fin 19e siècle, et on était un café à Bersel, in de Driefontein. Donc c'est un vrai café, quoi. Qui existe toujours, hein? Ouais, maintenant c'est un restaurant. C'est un restaurant avec une chouette chef aussi, qui est lié à l'histoire. C'est un peu la racine de Driefontein. Maintenant, le restaurant et la brasserie, ils ont plus. Ils sont séparés. Ils sont séparés depuis 2000. Mais c'est la famille du fondateur. C'est la famille de Armand de Belder qui a repris la brasserie et son frère Guido qui a repris le restaurant. Mais c'est un restaurant très belge, mais. On était aussi un coupeur de gueuse, on achetait le mou jusqu'aux années 90. Et là, Armand, notre pater familias, qui est décédé l'année passée, malheureusement, 70 ans, qui a fait le grand renommé de Driefontein, c'est grâce à lui. Et c'est lui qui a décidé dans les années difficiles, les années 90, de commencer à brasser. Donc il a commencé à investir dans le gueuse. Tout le monde dans le village disait « Ouais, vous êtes fou, tu es un fou. » C'est Zot en Armand, comme on dit, l'Armand fou. Mais il faut savoir que les brasseurs et les producteurs de lambic, ils sont très têtus, très intéressants à parler, très intrigants, mais très têtus. Pas toujours facile à travailler avec. Et il a commencé à brasser. Et c'est là que Driefontein devient une brasserie et coupeur. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'une brasserie. On brasse 90% nous-mêmes, 10% on achète, encore dans l'idée de coupeur de gueuse. Mais aujourd'hui, on a beaucoup plus une brasserie, bien sûr. C'est une belle conclusion de cette scène.